Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va parler rap d'abord aujourd'hui dans notre focus en vous présentant une chaîne YouTube qui s'attelle à redonner à ce genre musical longtemps critiqué, vous le savez, toute l'image qu'elle mérite. On en parle dans un instant. Et puis elle est avec nous en plateau, elle a une idée derrière la tech toujours. Elle s'appelle Jeanne Dreyfus. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Alors je vais vous parler d'une branche du design qui sera bientôt partout si l'on en croit l'importance croissante des algorithmes. Il s'agit du design génératif et vous allez voir, vous en utilisez déjà les productions. On en parle dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour à la veille de l'ouverture du salon Vivatech. Fin mai, le président de la République, Emmanuel Macron, a rassemblé les plus grands talents français de l'intelligence artificielle. Il y a fait notamment part de sa volonté de former 100 000 personnes à cette nouvelle technologie. Mais comment c'est possible? Comment faire pour atteindre cet objectif? On pose la question à notre invité parce qu'il a peut-être la solution. Léo Briand, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes le fondateur et le CEO de VitaScience et vous êtes venu accompagné aujourd'hui de Maxime Caron. Bonjour Maxime. Bonjour. 15 ans, stagiaire en classe de seconde, plus pour très longtemps parce que c'est bientôt les vacances. C'est ça. Stagiaire chez VitaScience, on va parler du sujet du numérique et évidemment l'intelligence artificielle ensemble dans un instant. D'abord, place au focus. Initialement considéré comme un genre musical typique à la banlieue, le rap représente maintenant 80% des albums les plus écoutés en France en 2023. Alors ici, on va redonner au rap justement ses lettres de noblesse et si les rappeurs étaient aussi les nouveaux poètes de notre siècle. C'est en tout cas ce qu'essaye de nous montrer, de nous prouver aussi la chaîne YouTube Le Règlement qui est notre focus du jour. Salut les champions. Si en 1970 nous parlions de disco, en 1980 de rock, eh bien aujourd'hui, la place est au rap. Le Règlement est une chaîne YouTube qui met en lumière ce style musical très critiqué. Entre revues d'albums, critiques ou analyses, tout le rap français est passé au peigne fin. Si on élargit, on se rend vite compte que le rap, c'est le genre musical qui utilise le vocabulaire le plus large de tous, avec près de 500 mots par son en moyenne, contre 300 pour la pop et 200 pour le rock. Eminem utilise un vocabulaire 2 fois plus riche que Céline Dion par exemple. Vous pouvez pas comprendre. Bon, c'est pas forcément parce qu'il y a plus de mots que c'est plus intelligent. I know words, I have the best words. Mais il suffit de se plonger dans quelques albums pour se rendre compte que le rap traite avec discernement et honnêteté de thèmes ultra variés comme la réussite, l'amour ou la liberté. Créée en 2016, la chaîne YouTube Le Règlement a pour but de redorer l'image de ce style musical particulier, mettre en avant les textes recherchés, répondre aux clichés les plus répandus ou encore simplement retracer le parcours du rappeur afin de mieux comprendre le sens de ses textes et ses inspirations. Nekfeu dissémine depuis longtemps dans ses textes des idées politiques et des revendications. Mais pour les étoiles vagabondes, il a décidé d'aller beaucoup plus loin. Il s'est pour ça inspiré d'un de ses auteurs préférés, l'écrivain américain Jack London, et de son roman fantastique, Le Vagabond des étoiles. Pour resituer, Jack London, c'est l'auteur de Martin Eden, qui a donné le nom du premier son du premier album de Nekfeu. Et Le Vagabond des étoiles, c'est l'histoire d'un condamné à mort américain qui passe 5 années dans un cachot infâme et qui subit la torture de la camisole de force. C'est un livre engagé qui a eu un impact très important aux États-Unis puisqu'il a entraîné l'interdiction des camisoles dans les prisons et même carrément une réforme du système carcéral californien. Et le Fennec qui est maintenant connu et écouté sans qu'il peut lui aussi avoir un impact direct et important sur les causes qui lui sont chères. Comme il le dit dans Takotsubo. Donc je suis là pour mes cas sociaux, tout ça me tracasse aussi. Je suis plus ce mec insouciant, j'ai pas connu qu'un suicide. Il n'a donc plus d'autre choix que de revêtir le costume de Ken, le justicier. Véritable phénomène, Le Règlement devient dès son arrivée sur YouTube une vraie star du réseau tout en gardant l'anonymat. Il parle aux jeunes, leur montrant une face qu'eux-mêmes n'avaient peut-être pas découverte, et parle aux plus âgés, faisant ressortir les bons aspects de ce qui n'est pas toujours, comme ils le pensent, péjoratif et dégradant. Le rap est en fait un des meilleurs outils pour lutter contre les discriminations. Hip-hop really is about fighting for your rights in the beginning, about speaking your mind and about breaking down barriers or whatever. Et je suis presque certain qu'il va permettre de balayer les inégalités entre hommes et femmes également. On le remarque déjà avec plusieurs rappeurs qui clarifient ouvertement leur message pour faire la part des choses, comme Nekfeu, qui est un des rappeurs les plus influents en France. On les taquine, mais les femmes on respecte. Ne crois surtout pas qu'on aime cette image dégradante. C'est super triste, moi je pense à ma sœur, la meilleure supportrice, tout en haut des gradins. Certains vont même jusqu'à faire des sons pour dénoncer le sexisme directement, comme Vince par exemple. Ça parle mal, le sexisme est banal, mais on le dédramatise. Hey madame, viens par ici, une ambiance qui traumatise. Demande à Weinstein ce qu'il faut faire pour avoir un contrat d'artiste. Après 8 ans et plus d'1 200 000 abonnés, Le Règlement laisse maintenant place à plus de créativité et à diversifier son contenu, délaissant les analyses. Mais le youtubeur persiste dans son envie de mettre en avant les bons aspects de ce qui est aujourd'hui le style musical le plus écouté en France.
Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Et voilà pour ce focus signé Jean Martineau. Allez, tout autre sujet à présent. Emmanuel Macron, le président de la République, veut faire de la France l'un des pays champions de l'intelligence artificielle, alors que Paris va accueillir en février l'année prochaine, 2025, un sommet international sur le sujet. D'ici là, comment notre pays doit-il s'y prendre justement pour atteindre cet objectif, et qu'est-ce que ça implique en matière de formation, d'éducation à la technologie et au numérique? On pose cette question à nos invités tout de suite dans la première partie du talk. Et pour répondre à cette question et à tant d'autres, nos invités aujourd'hui, je rappelle, Léo Briand, vous êtes le fondateur, cofondateur et CEO de Vitascience, et vous êtes accompagné de Maxime, 15 ans, qui est votre stagiaire. Maxime, je vous fais intervenir dans un instant. D'abord, Léo, une première question pour vous. À la suite donc des récentes annonces du président de la République visant à faire de la France un acteur majeur, c'est ce qu'il souhaite, en tout cas acteur majeur de l'intelligence artificielle. Vous dites, vous, que Vitascience se positionne comme leader dans le déploiement de l'intelligence artificielle en France. Expliquez-nous comment. Alors nous, c'est surtout sur la partie scolaire qu'on se positionne, essentiellement donc primaire, collège et lycée. À savoir que l'IA aujourd'hui, elle est assez peu présente dans les programmes scolaires, c'est-à-dire que les enseignants n'ont pas besoin de l'enseigner, mais on voit qu'il y a une vague, on pourrait dire même un tsunami qui déferle sur l'IA, notamment générative, depuis la sortie des chatbots avec ChatGPT historiquement. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment faire l'impasse. Les jeunes utilisent de l'IA. Il y a eu une étude d'Universcience, donc la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte, qui est sortie il n'y a pas longtemps sur l'usage de l'IA par les jeunes. On voit que c'est vraiment massif. On a des dizaines de pourcents de jeunes qui utilisent déjà l'IA dans la société, et c'est en train de se répandre à toute vitesse. Et donc on ne peut pas vraiment se dire que même si ce n'est pas dans les programmes scolaires, on va faire l'impasse là-dessus. L'école doit s'en saisir. Donc nous, avec Vitascience, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre ça accessible à un public scolaire, notamment pour comprendre le fonctionnement de l'IA. Alors comment ça se passe concrètement? C'est une plateforme, c'est ça, sur laquelle les jeunes peuvent se former? Donc c'est ça. Donc si on revient juste un tout petit peu en arrière, Vitascience, en fait, on est spécialisé dans la formation au codage, donc à la programmation informatique, qui elle est une compétence plus ancienne, qui est inscrite dans les programmes scolaires. Donc tous les élèves au collège apprennent à coder, et même au lycée. Et puis on passe une épreuve de codage pour ceux qui ne le savent pas au brevet et au bac. Donc c'est vraiment quelque chose de très très inscrit, de très ancré dans les programmes scolaires. Mais l'IA pas encore. Et donc nous, finalement, avec cette arrivée des IA génératives dans la société, on s'est dit que ce serait vraiment une bonne idée de former les jeunes à l'IA. Et ça fait vraiment écho. Donc ce pari, on l'a lancé il y a 2 ans, là où c'était vraiment les prémices de l'IA. Mais on voit qu'aujourd'hui, avec les annonces gouvernementales, mais pas qu'en France, d'ailleurs, dans tous les pays, tout le monde veut former à l'IA. Et donc, on se positionne sur l'enseignement du codage et de l'IA sur une plateforme web pour les élèves de collège et lycée, et aussi primaire. Et aussi primaire, on va parler dans un instant. Léo, merci, vous êtes venu donc accompagné de Maxime. Maxime, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. C'est votre première fois à la télévision. C'est ça. Je sais que c'est pas forcément facile, mais je suis ravie de vous avoir en tout cas parmi nous. La formation des jeunes à cette technologie, Léo disait, c'est vrai, de plus en plus de jeunes utilisent l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est votre cas aussi? Totalement. Je pense que l'utilité des chatbots type ChatGPT a été vraiment très utile au cours même de cette année. Ça aide sur les devoirs, ça peut aider à mieux comprendre des notions ou carrément aider à développer des projets. Par exemple, je fais partie d'un club de robotique. Ça m'a permis de découvrir certains aspects tels que l'électronique qui ne sont pas forcément bien expliqués. Si on fait une vieille recherche Google, si je puis dire, à l'ancienne. Parce que maintenant c'est has-been de faire une recherche Google. Et c'est plutôt bien expliqué, et voilà. Et je pense que justement c'est important d'avoir des notions sur comment utiliser ces IA. Aujourd'hui, tu fais ton stage donc, en ce moment chez Vitascience. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de rejoindre Vitascience? Tu m'as dit que tu fais partie d'un cours de robotique. Je comprends que justement le numérique, la technologie, l'intelligence artificielle, peut-être ça fait partie de ton quotidien et de tes préoccupations. Mais pourquoi tu as choisi Vitascience? Eh bien, tout d'abord, c'était un ami à la robotique qui m'avait présenté le logiciel pour l'utiliser en prod. Et au début, je suis ok, ouais, c'est bien. Mais on avait déjà un logiciel qui faisait la même chose, donc je lui dis t'es sûr? Puis après, il me dit oui, essaye, c'est bien. Du coup, 1 heure plus tard, après l'avoir essayé, je suis toujours là. Je dis ah ouais, c'est bien ton truc. Hein. Et voilà. Et bien sûr, son père était ami avec Léo. Et j'ai pu du coup me rapprocher de l'entreprise pour avoir ce stage. Bon, vous avez, Léo, très récemment présenté donc, votre interface IA conçue, dites-vous, pour propulser la recherche, l'éducation, l'industrie française aussi vers de nouveaux sommets. C'est une plateforme qui s'adresse aux jeunes. Votre objectif, on l'a dit, c'est de les former. Où est-ce que vous souhaiteriez l'amener, si vous aviez un rêve?
cette plateforme-là, justement. Vous dites que la mission de Vitation, c'est de rendre accessible la programmation et l'IA. Oui, c'est ça. La technologie, en fait, au sens large. Mais oui. Je dirais que vraiment, moi, ce qui me touche personnellement, c'est l'idée que les jeunes puissent se saisir de la technologie et qu'ils soient maîtres de leur destin technologique, en quelque sorte. Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus des technologies performantes. Je pense que l'IA fait partie des plus performantes, mais il y en a d'autres. La robotique, voilà, il y a plein de révolutions qui arrivent. Et le risque pour moi, c'est que certaines personnes considèrent que ça va trop vite et en fait, on va décrocher et on va plus chercher à comprendre vraiment ce qui se passe. Et ça, pour moi, ça ouvre la porte à des pensées qui sont très dangereuses, comme le fait, par exemple, qu'on croit que c'est magique et qu'il n'y a aucun contrôle. Donc, typiquement, les IA, quand on comprend un peu comment ça fonctionne, qu'en fait, elles absorbent beaucoup de texte et qu'ensuite, elles le régurgitent en quelque sorte à leur façon, et bien en fait, on comprend que le texte sur lequel s'est basé l'entraînement de l'IA est super important. Et que si c'est que des textes écrits par des hommes blancs occidentaux de 30 ans, comme il y a beaucoup dans la Silicon Valley, on risque d'avoir des biais qui vont affecter la réponse et qui vont potentiellement créer des gros problèmes pour l'utilisation. Mais si on se dit que c'est de la magie et que finalement l'IA, elle répond et elle est omnisciente et en fait on ne cherche pas à remettre en question, ça ouvre plein de biais, je pense, que ce soit politique, éthique, religieux, voilà. D'où l'importance de la formation. Voilà, et donc pour moi, l'important avec Vitascience, c'est pas de faire la meilleure IA du monde, on laisse Mistral et compagnie se faire la compète entre eux, il y a bien assez de monde. Nous, l'enjeu, c'est vraiment d'expliquer aux plus jeunes, mais également aux autres, mais nous en tout cas on se focalise sur les plus jeunes, comment ça marche, quels sont les biais, donc les limites de cette intelligence artificielle, de ces technologies, aussi bien sur la programmation que sur l'IA. Et ces limites, Maxime, vous les comprenez aujourd'hui? Tu les comprends? Justement, après ce stage, on les comprend un peu mieux. C'est vrai. Moi-même, quand je suis arrivé, j'y connaissais pas grand-chose. Je me dis, le texte, il arrive comme ça. L'image aussi. Et... Tu pensais que c'était un peu de la magie, c'est ce que disaient les... Je comprenais pas du tout comment ça fonctionnait. Puis là, à force d'utiliser les interfaces, au final, on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Tu as soulevé le capot et tu vois à l'intérieur. Même les spécialistes ne comprennent pas vraiment. Il y a cette espèce de mythe de la boîte noire. C'est ça, il y a différents niveaux de compréhension. La boîte noire, ce qu'on appelle la boîte noire, en fait, c'est ce qu'il y a dedans, le mécanisme avec les neurones. Et ça, effectivement, même les spécialistes disent qu'ils ne comprennent pas 100% de ce qui se passe dans la boîte noire. En revanche, ce qu'on peut comprendre déjà, c'est qu'il y a une grosse base de données de texte. Par exemple, il y a tout Wikipédia, mais aussi d'autres textes qui sont donnés en entrée pour l'entraînement, et qu'en fait, le choix de ce texte, je sais pas, par exemple, est-ce qu'on va, là on parle pas mal de politique en ce moment, est-ce qu'on va prendre le site web du Front Populaire, du Rassemblement National, est-ce qu'on va mettre ça dans le corpus d'entraînement? C'est une vraie question en fait. Et ça, du coup, l'IA répondra très différemment si on lui a donné à manger ça, l'un ou l'autre. Donc en fait, aujourd'hui, si on pense que c'est de la magie et qu'il n'y a pas de contrôle humain et qu'en fait c'est juste une boîte noire et que finalement, voilà, c'est comme ça, on passe à côté de tout ça en fait. Mais il y avait une intelligence artificielle qui avait été lancée par Microsoft, je crois, sur Twitter et qui, au bout de quelques jours, en fait, sans contrôle humain, était devenue complètement nazie et antisémite. Et d'ailleurs, ils avaient dû... Plus récemment, un peu moins chaud, mais un peu plus rigolo, on a eu l'IA de Google qui conseillait aux gens de manger 1 à 2 cailloux par jour. Et en fait, c'était parce qu'il y avait un post Reddit, mais humoristique, d'un utilisateur qui avait dit « Moi, je vous conseille vraiment de manger 1 à 2 cailloux par jour, ça vous améliorera votre santé. » C'était bien étayé. Et donc, les ingénieurs, ils n'ont pas fait attention, ils ont mis ça dans le corpus d'entraînement. Et du coup, on s'est retrouvé après avec une IA qui disait je vous conseille de manger 1 à 2 cailloux par jour, mais pas plus et pas moins. Voilà. Et donc c'était assez rigolo. Mais ce qu'on voit en fait, c'est que l'importance de ce jeu de données d'entraînement, elle est vraiment centrale. Voilà, il y a d'autres concepts, j'insiste un peu sur celui-là. Mais donc, voilà, à défaut, comme vous dites, de ne pas expliquer 100% de la boîte noire qui reste un peu inaccessible, on peut quand même expliquer les grands concepts. Le jeu de données d'entraînement, qu'est-ce que c'est un biais, qu'est-ce que c'est une hallucination, aussi expliquer la notion de consommation énergétique, parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte en fait que ça consomme beaucoup d'énergie et d'eau, tout Bien ça. sûr. Et puis également expliquer donc qu'il y a différents modèles qui existent, quels sont les avantages et les inconvénients et vers où on va avec toutes ces technologies. Eh ben, nous, ce qu'on vous conseille en tout cas, c'est évidemment de ne pas manger de cailloux et puis on continue à parler de ces sujets-là absolument importants et passionnants avec vous dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités. Léo Briand, le fondateur et le CEO de VitaScience. Et puis on remercie encore Maxime Caron pour sa participation. Et il a été remplacé par vous, Flora Adjala. Bienvenue. On continue à parler de ces sujets-là dans un instant, tous les trois. D'abord, on laisse la place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous allez nous parler aujourd'hui de design génératif. On continue à parler d'intelligence artificielle, une branche du design qui fait appel justement aux algorithmes. Absolument. Et bien qu'on n'en connaisse pas nécessairement le terme, eh bien on est sans cesse confronté à ces productions. Le design spéculatif, vous l'avez dit Philippine, c'est du design qui s'associe à des algorithmes pour générer un grand nombre de formes possibles, parmi lesquelles eh bien, le designer il va pouvoir choisir. Ça va concerner tous les domaines de la conception, de la fabrication, dont on voit ici les applications dans le domaine de l'architecture. Et ce secteur, on peut que aisément l'imaginer, il est en constante progression. Selon le cabinet d'experts Mordor Intelligence, la taille du marché devrait atteindre 7,80 milliards d'ici à 2029. C'est déjà effectivement pas mal. Vous dites qu'on utilise ces productions sans forcément le savoir. Jeanne, de quelle production parlez-vous? Alors c'est vrai qu'on est un peu tous les Monsieur Jourdain du design génératif. En fait, vous l'aurez par exemple connu si, comme les 180 millions d'utilisateurs mensuels, vous jouez ou vous avez déjà joué à Minecraft. Minecraft, c'est en effet un des pionniers dans la génération procédurale. La base de cette technologie, c'est ce qu'on appelle le bruit de perlin. C'est l'image qu'on voit à gauche. Pour faire simple, c'est un ensemble de points plus ou moins foncés qui vont être traduits dans le jeu par des hauteurs différentes de relief, par des couleurs ou des formes différentes, le tout correspondant à des éléments prédéfinis selon qu'on est dans un paysage de forêt, dans un paysage de désert ou que sais-je. Et donc ce que ça va permettre de générer, ça va être des formes avec un gain de temps et un gain de puissance absolument phénoménaux et des possibilités quasiment infinies. Ce qu'aime beaucoup à rappeler Minecraft, c'est que grâce à ce type de technologie, on peut générer du paysage jusqu'à 8 fois la surface de la Terre, le tout, imaginons, avec un simple téléphone portable, donc pas avec une puissance de calcul délirante. Non, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels le design génératif est florissant, Jeanne? Alors, si on peut générer dans Minecraft des données telles que température, altitude, en fait, ces données-là, elles vont permettre dans d'autres domaines de générer une infinité de critères et générer une infinité de produits. Dans le domaine de l'aéronautique, par exemple, ou de l'automobile, qui mêle l'esthétique aux aspects purement techniques, le design génératif, c'est forcément une solution qui va énormément intéresser. Fin 2019, Airbus annonçait s'associer au producteur de logiciels de CAO Autodesk pour redessiner ses nacelles d'A320 et notamment les portes d'avion à partir d'une liste de contraintes en fait, que les ingénieurs vont fournir en entrée à la technologie. La technologie sera capable de générer de multiples versions d'une même pièce et ce, avec une ergonomie maximale. L'avionneur, il dit que grâce à ces portes, il pourra effectuer un gain, une économie de matière de 45%. Ce qui forcément va ensuite entraîner un gain, une économie en matière de production de gaz à effet de serre. Ouais, on imagine que les possibilités, elles sont infinies du coup. Absolument, et notamment en matière d'individualisation de produits. Souvenez-vous, hier, quand on pouvait individualiser ses baskets en choisissant la couleur ou le textile. En 2016, la marque de baskets New Balance s'est associée au studio de design Nervous System pour créer une semelle sur mesure, oui, mais après avoir capturé les données personnelles de course de l'utilisateur. Donc Nervous System, il proposait des semelles totalement adapté à la répartition du poids, de l'équilibre en fonction de l'utilisateur, du client. Une révolution potentielle donc du secteur du vêtement de sport, mais pas que. Il y a aussi ce même studio Nervous System, il travaille aussi à la conception de jupes pour lesquelles il est possible de faire varier la taille, la forme, le motif en fonction de sa propre morphologie. Enfin, un jean qui va pouvoir m'aller. Peut-être dans le futur. Et moi aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque malgré tout, Jeanne, est-ce que le design va perdre un peu de sa liberté formelle quand l'objet doit totalement collé à la fonction? En fait, moi, je trouve qu'on est un peu comme dans une sorte de darwinisme du design. C'est comme si, en fait, on peut, des objets, voir seulement l'essentiel qui est préservé et tout ce qui est inutile, disparaître, comme avec l'évolution. Mais c'est plutôt, en fait, une exploration d'une infinité de possibilités que le contraire. Si on en juge toutes les possibilités en termes d'individualisation de l'objet, des explorations formelles, ça donne potentiellement lieu à un nombre infini de formes. Et je finirai avec un duo d'artistes composé de Suzanne Stahl et de André Gottschalk. Eux,
ils partaient du constat que c'est pas facile de choisir un livre avec sa couverture, et donc ils ont inventé tout un système, tout un langage visuel appuyé sur le design génératif. En fait, l'idée, c'était de générer des couves en fonction d'un alphabet visuel correspondant au genre du livre, à l'atmosphère et à la structure narrative. Donc, si jamais on connaît ce vocabulaire, il suffit de jeter un coup d'œil à la couverture pour savoir ce qu'il va y avoir à l'intérieur du livre. Ça s'appelle See Before Reading. Et donc, le principe était tout à fait actuel et novateur quand on sait qu'aujourd'hui, sur Netflix, pour un même film, les vignettes vont changer en fonction de l'utilisateur, de son historique, de ses goûts, etc. Donc, vous l'aurez compris, le design génératif est promis à un grand avenir. Je vais peut-être moi-même inventer un système pour m'aider à faire des chroniques de façon générative. On attend que ça. Merci beaucoup. Après le design génératif, on continue à parler d'intelligence artificielle aussi. Vous allez le voir tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec nos invités. Léo Briand, le fondateur et CEO de VitaScience. Et vous êtes accompagné maintenant de Flora Hadji. Elle a 15 ans, en stage aussi en ce moment chez VitaScience. Parce que c'est vrai, cette année, le stage, il est obligatoire pour tous les élèves de seconde et il se déroule en ce moment. Est-ce que vous pensez aussi, Flora, que c'est important de former de plus en plus de monde et surtout de plus en plus de jeunes au numérique, à la technologie et notamment l'intelligence artificielle, ce que fait notamment VitaScience? Je pense qu'en tant que jeune, il faut vivre avec notre actualité. Et du coup, je pense que, par exemple, pour nous, les jeunes, par exemple, de mon âge, 15-16 ans, nous, on est en quelque sorte nés avec la technologie. Ouais. Et du coup, je pense que c'est important d'être familiarisé avec ça. Du coup, les plateformes comme VitaScience peuvent être très bénéfiques pour nous, donc en apprendre plus sur des choses simples comme le codage avec les blocs ou des choses plus compliquées comme l'intelligence artificielle. Ouais. Et surtout, comme on l'a dit, l'intelligence artificielle, surtout en ce moment, par exemple avec ChatGPT ou d'autres plateformes, peut être très utile comme pour faire nos devoirs ou chercher des informations plus précises ou ce genre de choses. Est-ce que tu sais déjà quel métier tu voudrais faire plus tard? Alors, pour l'instant, je pense que je me dirigerai plus vers la cybersécurité ou le développement, car depuis petite, je suis très accro aux écrans. Ouais. Et du coup, je pense que ça me plairait de faire... c'est un truc que j'aime, quoi. C'est vraiment ma passion. Et du coup, je pense que vraiment le developing ou la cybersécurité, par exemple dans une entreprise de jeux vidéo, ça pourrait vraiment me plaire. Parce que c'est des métiers qui... Pourquoi je te pose la question? Parce que c'est des métiers qui sont assez réservés encore aujourd'hui, malheureusement, à plutôt des profils masculins. C'est vrai. Toi, c'est pas quelque chose qui te fait peur aujourd'hui? Non. Non. Il n'y a plus de barrières. Non, quand même. Mais c'est chouette. Moi, je ne fais que justement le mettre en avant et on en reçoit aussi régulièrement des jeunes filles, mais je trouve que c'est très chouette. Et justement, VitaScience, est-ce que c'est quelque chose que, Léo, vous portez? Est-ce que vous avez de plus en plus de jeunes filles, peut-être dans vos cours? Alors, nous, en fait, on fait pas de cours directement, c'est-à-dire qu'on fournit des outils aux enseignants. Et du coup, les enseignants, ils ont une bonne mixité en général dans leur classe. Ouais. Sauf, ça c'est important de le noter, dans les spécialités de lycée, où maintenant c'est électif. Donc, ça veut dire que les élèves peuvent choisir leur propre spécialité. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que la spécialité numérique qui s'appelle NSI, c'est vraiment numérique sciences informatiques, c'est l'aspect la plus poussée pour faire du codage que tu vas sélectionner, je crois, l'année prochaine. Voilà. Donc, c'est à partir de la classe de première. Cette spécialité-là, on a malheureusement... alors, j'ai plus les dernières stats en tête, mais je crois que c'est 15% de filles, ce qui est vraiment catastrophique. Hein. On est vraiment sur un taux extrêmement faible, on est très loin des 50. Et ça, c'est vraiment représentatif, je crois, de la stat qu'on retrouve dans la tech, qui est d'à peu près 20%, je crois, au niveau des femmes dans la tech pour les adultes, cette fois-ci. Ouais. Donc, en fait, nous, on s'adresse primaire, collège, lycée. Donc, primaire, collège, seconde, on a à peu près une classe mixte, puisque les effectifs sont les mêmes. En revanche, pour la classe de première et terminale, on commence déjà à avoir, via ces choix électifs, malheureusement beaucoup moins de filles dans les classes. Alors, je ne prétends pas avoir toutes les explications. Ce qui est certain, c'est que c'est différent selon les cultures. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans nos gènes. On voit par exemple en Indonésie, c'est l'exemple qui est souvent pris, que la proportion de femmes qui font du développement web est beaucoup plus élevée. On est plus qu'à la parité dans d'autres cultures. Donc, en fait, on est vraiment sur quelque chose qui est occidental. Donc, c'est pas quelque chose que les filles sont pas faites pour coder ou faire de l'IA. On est vraiment sur quelque chose d'occidental. Et d'ailleurs, si on remonte à l'historique
les premières pionnières de l'informatique étaient plutôt des femmes, parce que c'était considéré comme un métier proche du secrétariat et plus éloigné de ce que les hommes voulaient vraiment faire, à savoir de la robotique, du matériel, du hardware. Donc je tire un peu la caricature, mais en fait, à la base, les meilleurs développeurs étaient des femmes, et ça s'est vraiment inversé dès lors que le pouvoir et l'argent a basculé du côté du software et moins du hardware, et en fait, les hommes sont arrivés à ce moment-là en masse pour prendre la place. Donc ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose de culturel, on peut agir dessus. Nous, avec VitaScience, on essaye de montrer un maximum de cas d'usage qui impliquent des filles et qui deviendront donc des femmes développeuses. Toutefois, ça nécessitera, je pense, l'effort de toute la société pour renverser la balance. Est-ce que tu partages cet avis, Flora? Est-ce que aujourd'hui, tu penses qu'on a encore besoin de rôle modèle, justement, des femmes, dont on ne parle plus beaucoup, malheureusement, et c'est le cas dans d'autres industries, mais qui sont pionnières dans ces métiers et qui, toi, t'animent, le jeu vidéo, la programmation, le numérique aussi. Est-ce que tu as une femme qui t'inspire, par exemple? Ou est-ce qu'en fait, maintenant, tu dis, bon, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui se lancent dans ces métiers techniques, numériques, d'ingénierie, et du coup, moi aussi, je vais prendre ma part et j'ai pas forcément besoin d'un rôle modèle à qui m'identifier? Je pense, franchement, j'ai pas besoin de rôle modèle. Déjà qu'il y en a pas assez, je trouve qu'il y en a quand même... je suis pas experte en... justement, comme elles sont pas assez médiatisées, je pourrais pas citer un nom là, comparé à des Bill Gates ou des Steve Jobs. Et je trouve que je peux trouver mon rôle modèle dans chaque personnalité. Mais si, par exemple, un jour, une grande femme deviendra développeuse, je pense qu'elle me poussera à justement poursuivre mon désir de faire cette carrière. C'est une sorte d'exemple, en fait. Oui. Et du coup, je pense que ces femmes devraient justement se manifester. Car en ce moment, je sais pas, mais je connais beaucoup de mes copines qui veulent faire aussi NSI. Car elles aussi, comme plusieurs garçons, aiment tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est codage, audiovisuel, peu importe, ce qui se rapproche des ordinateurs. Et du coup, elles sont un peu freinées par certaines personnes, par exemple leurs parents ou d'autres personnes extérieures. Qu'est-ce qu'elles leur disent justement, leurs parents? C'est intéressant ce que tu me dis. Que c'est soit trop complexe, soit que justement, il y a pas... c'est un métier vraiment en majorité d'hommes, ou ce genre de choses, où c'est juste une passion d'enfance et que ça va te passer, tu vas te diriger vers un truc que tu aimes vraiment. Que c'est pas sérieux. Ouais, c'est pas sérieux. Ouais, c'est juste un loisir et... C'est vrai qu'au collège et dans la classe de seconde, vu que maintenant il y a ces choix électifs à la fin de la seconde, c'est vraiment très très important, je pense, d'avoir des rôles modèles qui vont intervenir dans des classes ou qui vont se faire médiatiser. Et je pense que il y a le média qui peut jouer un rôle ici, mais il y a aussi, je crois que l'INRIA, par exemple, qui est un des laboratoires les plus importants en informatique en France, a toute une initiative pour envoyer des chercheurs et des chercheuses en classe pour présenter des choses. Tout à fait. Et puis voilà, je pense qu'il faut vraiment aller dans cette direction-là et promouvoir la diversité dans la tech. Parce qu'aujourd'hui, 15%, je pense qu'il y a une belle marge de progression. Il y a encore un peu de boulot, effectivement. Mais l'avenir, il est là, avec toi, Flora. Tu viendras nous en parler dans quelques années quand tu auras développé ton jeu vidéo ou inventé la prochaine machine révolutionnaire. J'espère. L'invitation est lancée, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. C'était très chouette. Et puis, on remercie aussi, évidemment, Maxime qui nous a quittés en début d'émission. On a, je crois, bien défriché ce sujet de l'intelligence artificielle. Et puis, on espère aussi que l'objectif de former 100 000 personnes à l'intelligence artificielle, comme le souhaite le président de la République, on va l'atteindre parce qu'on en a besoin de ce qu'on a compris et c'est ce que vous nous avez partagé aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Jeanne Dreyfus, pour cette chronique. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, nous, vous le savez, on se retrouve comme tous les jours dès 12h30 et dès demain sur School TV. Bonne journée.